Alors, chers amis, chers camarades, je vais vous parler de livres qui sont importants pour moi, de livres qui peuvent vous libérer dans une certaine mesure. Alors, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez sans doute lu la newsletter que j'ai écrite à ce sujet, où je présente des livres que j'aime beaucoup. On va revenir dessus, donc des livres qui m'ont rendu libre et qui m'ont, je dirais, donné le sens comme ça d'un destin, si vous voulez. Donc, on va revenir sur ces livres rapidement, enfin un peu plus rapidement que sur les autres. Mais je vais vous en présenter trois qui ne sont pas dans ma newsletter et qui sont aussi importants pour moi. Euh, le premier livre dont je parle dans ma newsletter, eh bien, c'est l'Ecclésiaste. Donc voilà, c'est un livre de la Bible, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc moi j'ai une Bible, c'est une Bible protestante, ce qui montre que je ne suis pas sectaire. Euh, dans ma Bible, c'est un livre qui fait 8 pages. C'est un livre que j'ai découvert, j'avais 20 ans. J'étais parfaitement désespéré, donc moi j'étais dans le milieu punk, je picolais pas mal, enfin j'ai fait des comas, enfin j'avais une vie un petit peu désordonnée comme on dit. Et puis un prof, tout à coup m'a dit, mais écoutez, vous devriez lire l'Ecclésiaste. Et ce qui est intéressant, c'est que ce prof lui-même n'était pas croyant du tout. Il était même, je pense, assez hostile à la religion, mais il m'a dit, ouais, ce texte, il va vous plaire, ce texte, il correspond un peu à vos préoccupations. Donc je l'ai lu, et c'est vrai que ce qui m'a tout de suite fait un peu... ce qui m'a tout de suite rassuré, c'est qu'il fait 8 pages, en fait, dans la Bible, ce texte. Et puis, l'autre chose qui m'a immédiatement accroché, c'est qu'en réalité, dès les premières lignes, on est vraiment dans un truc qui ressemble à du désespoir total. Euh, c'est ces phrases comme le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau, le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Et puis j'avance un peu. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ça continue. Après, on nous parle de la vanité, de la sagesse humaine. On nous dit, j'aurai donc le même sort que l'insensé. Pourquoi ai-je été plus sage toute ma vie? On a aussi un passage où on nous explique que finalement l'intelligence sert à rien, et même la sagesse sert à rien, puisqu'on nous dit, euh, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Donc comme ça, on se dit, ouais, c'est pas vraiment un passeport vers la joie, ce bouquin. Mais en fait, c'est ça qui m'a plu, moi. Ça m'a plu parce que, si vous voulez, je découvrais qu'un texte sacré, qu'un texte que des hommes avaient écrit pour chanter la gloire de Dieu, finalement, pouvait s'enraciner comme ça dans un désespoir complet. Et c'est ça qui, moi, m'a beaucoup plu. Et c'est ça qui, en fait, c'est par ce texte-là que je suis revenu au christianisme, puisque j'ai une éducation chrétienne. Et puis que j'avais globalement perdu la foi à travers la musique, à travers pas mal de choses. Et puis, en découvrant ce texte, je me suis dit, mais en fait, le christianisme, c'est pas uniquement youpla boum, je suis sauvé, c'est génial, tout ça. Le christianisme nous disait aussi bah, que la vie est une vallée de larmes, que tout n'est pas facile, et que finalement, on est souvent même dans le non-sens le plus complet. Et donc, c'est un texte qui m'a beaucoup marqué. Et puis, on va sauter un passage que j'aime en particulier, c'est Ecclésiaste 9.10. Ecclésiaste 9.10 nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas finir, en gros. Donc en gros, on dit, après, il n'y a plus rien, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut foncer, c'est maintenant qu'il faut faire les trucs à fond, après t'es mort, c'est foutu. Et moi, ça m'a vachement parlé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, bah, moi, je voulais me reconstruire comme jeune, si vous voulez. Et, euh, en découvrant ce truc, en découvrant ce passage, donc il faut bien comprendre, hein, on part d'une série de vanités, vanité des vanités, tout n'est que vanité, les fleuves vont une mer qui n'a jamais rempli, etc. Donc tout est vain, rien n'a de sens, mais en fait après il faut se la mettre, il faut se la donner, quoi. Il faut y aller, il faut se battre. Et ça a été vraiment une grande révélation pour moi, et c'est ce qui fait qu'ensuite je suis notamment parti dans la compétition sportive, et puis j'ai fait un sport de force russe pendant des années, je sais pas s'il y a des photos encore, je crois que j'ai des photos. Voilà, ça c'est une photo de moi à l'époque en compétition. Voilà, je soulevais ces poids là. Et dans une large mesure, c'est ce texte-là qui m'a donné cette envie. Donc voilà, lisez l'Ecclésiaste. C'est un livre qui vous donne des raisons de vous battre. C'est un livre qui dit que le désespoir en fait est pas une excuse pour ne pas aller à l'action. Ça n'excuse pas le fait d'être une larve dans un canapé, le désespoir. Le désespoir, ça doit être le moteur de l'action.
Et donc dans ce sens-là, c'est vraiment un texte qui a été très important pour moi, et c'est le texte que je préfère de la Bible en réalité, suivi de l'évangile de Jean, que je trouve déjà magnifique, et que je crois on peut méditer toute une vie. Voilà, deuxième bouquin de ma newsletter, et deuxième bouquin dont je veux vous parler ici, c'est La France contre les robots. La France contre les robots, c'est un bouquin de Bernanos. Voilà, là c'est l'édition du Castor Astral. Donc on fait un bond de, je sais pas, 2000 ans, 3000 ans plutôt. Euh, France contre les robots, c'est un bouquin qui sort, je crois, en 47, sauf erreur. Mais enfin, c'est un livre qui est marqué par c'est un livre qui est marqué par la guerre. Je vais vous dire quand il sort. Euh, c'est un, tac, tac, tac. Enfin, c'est un livre qui est, non, c'est un livre de 45. Qu'est-ce que je vous dis? Enfin, c'est la fin de la guerre. On est en train de sortir on est en train de sortir de la deuxième guerre, et clairement, on se rend compte que c'est le libéralisme, enfin le capitalisme, qui va triompher. Et Bernanos est un homme qui vient de la droite, monarchiste, catholique, flamboyant, qui a fait la première guerre, pas la deuxième parce qu'il était foutu physiquement, mais dont les enfants se sont battus, sont d'abord engagés plutôt à droite, et ensuite, disons, dans la libération. Et Bernanos, en fait, dans ce livre, nous avertit du monde qui vient. Il nous dit, ce n'est pas parce que en gros, les démocraties occidentales ont gagné que l'homme est sauvé. Au contraire, lui, il voit dans le règne des machines un danger fatal pour l'homme. Il écrit, par exemple, la seule machine qui n'intéresse pas la machine, c'est la machine à dégoûter l'homme des machines, c'est-à-dire d'une vie tout entière orientée par la notion de rendement, d'efficience et finalement de profit. Et c'est un texte qui est vraiment super, super, super actuel en réalité, parce que euh, on pourrait être tenté parfois par cet optimisme où on se dit ah non mais c'est bon, là on est sorti du drame, on est sorti de l'histoire, dans ce qu'elle a de tragique, et toutes ces choses-là. Et en fait, Bernanos vient nous dire non, 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 non. En fait, c'est votre civilisation qui se termine. Le nazisme a perdu, c'est une fort belle chose, mais votre civilisation est pourrie de l'intérieur, hein, puisqu'elle a perdu les valeurs les plus hautes de la vie humaine. Et puis, bon, je sors un peu de l'exégèse, mais ce qui m'intéresse dans ce truc-là, c'est que à travers ce bouquin, en fait, ce qu'on redécouvre aussi, c'est la notion d'âme. Nous sommes des êtres qui avons une âme qu'il faut soigner. Et personne ne pense à ça. Quand on parle d'éducation, par exemple, avec nos gamins, qui se soucie quand on élève de nos gamins, quand on élève nos gamins, qui se soucie réellement de leur âme, de la pureté de leur âme, de protéger leur âme? Et pourtant, c'est la mission la plus sacrée qu'on a en tant que parent, avec le fait évidemment de mettre sa cravate droite, mais d'avoir une âme qui n'est pas polluée par la machine, qui n'est pas polluée par le bruit du monde, par le nombre aussi, par la force du nombre. C'est-à-dire que si tout le monde a tort, eh bien, une âme pure peut avoir raison contre la force du nombre. Et donc il y a aussi une critique de la démocratie occidentale, finalement, contre l'ingénierie, finalement, comment dirais-je, l'ingénierie des comportements, de la production d'opinion. Et puis il y a un passage qui est très très fort dans ce bouquin, c'est aussi un moment où il nous dit, je le cite dans ma newsletter, mais là je vais vous le citer de tête, mais il dit finalement, euh, pourquoi on n'irait pas se faire une marque à la fesse comme ça, comme le bétail au fer rouge, pour que l'État puisse toujours savoir où on est, qu'on n'est pas dangereux, etc. Puis dans ce contrôle étatique, dans cette détestation de l'État, hein, qu'on trouve chez Bernanos, qu'il appelle l'État païen, dans un autre bouquin qui s'appelle Où allons-nous, qui est sorti l'année passée. Eh bien, il y a quelque chose qui, moi, m'intéresse énormément. euh, c'est cette idée d'être opposé à l'État, non pas parce qu'il nous empêche de faire un maximum de pognon, mais parce qu'il veut nous contrôler, parce qu'il veut contrôler notre âme, et parce que finalement il veut, je dirais, nous infantiliser, quoi. Et c'est là contre que se révolte en particulier Bernanos. Il y a toute une philosophie de l'enfance, toute une défense de l'enfance chez Bernanos, qui moi m'a vachement, vachement impressionné. C'est par exemple la préface enfin c'est les premières pages des grands cimetières sous la lune, où il écrit le plus mort des morts et l'enfant que je fus, mais quand viendra l'heure du combat, celui qui prendra les armes et qui se mettra en tête de mes vieux jours
pour retourner à la bataille ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est très très beau. Et c'est pas une défense de l'enfance dans ce qu'il peut y avoir un peu de mièvre parfois dans le christianisme moderne, cet esprit d'enfance où on va chanter des trucs un peu, un peu mous, un peu efféminés et qui nous emmerde en fait et qui fait partir ces chants font partir les hommes des églises. Ben, c'est autre chose, Super Nano. C'est un christianisme masculin, un christianisme intransigeant, flamboyant. Et à ce titre-là, voilà, c'est un christianisme qui me parle énormément. Et puis on va terminer là sur la partie à propos de laquelle j'ai écrit. On va terminer avec un livre que j'aime infiniment qui s'appelle Le traité du rebelle ou le recours aux forêts. Donc voilà, c'est un bouquin de Junger. Tous ces essais ont été réédités ça a été réédité il y a quoi, il y a 2 ans dans cette collection. Et puis le traité du rebelle ou le recours aux forêts, moi c'est un livre, déjà le nom m'avait parlé, quoi, l'idée d'un recours aux forêts. Comme s'il y avait dans les forêts une manière d'échapper au contrôle, échapper à l'État, évidemment, vous savez ce que je pense de l'État maintenant, euh, d'échapper à la laideur, d'échapper aux, comment dire, aux obligations sociales et tout ça. Et puis les forêts chez Junger, hein, et c'est pour ça que c'est un texte qui est important. Junger n'était pas particulièrement chrétien, je crois, il s'est converti. Sauf il s'est converti au catholicisme peut-être 2 ans avant de mourir, puis il est mort à 102 ans. Donc voilà. Mais ce qu'il propose dans ce bouquin, c'est une forme de révolte, mais qui est ouverte vers la plénitude, vers le sacré, vers ce qui demeure, en quelque sorte. Donc c'est un bouquin. euh, 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 oui, comment dire ça, là aussi c'est une opposition à l'État. Il y a des critiques très dures, par exemple de l'État bienveillant, hein, l'État qui se soucie de votre santé, qui veut classer, voir s'il peut pas vous arriver des choses, etc. Mais c'est aussi une esthétique de l'existence que propose Junger dans ce bouquin. C'est des forêts qui ne sont pas uniquement à comprendre au sens physique euh, de la forêt, mais c'est aussi des forêts métaphysiques, c'est aussi des forêts, c'est-à-dire les lieux d'où jailliront encore un peu du sacré. Euh, et voilà, c'est un livre qui est dans ce style de Junger qui est un peu hermétique parfois, qui est pointu, qui est précis. Junger, c'est quelqu'un qui collectionnait les insectes. Il faisait des petites classifications, ce qu'il appelait les chasses subtiles. Et il y a quelque chose de ce côté méticuleux, de ce côté un peu hermétique, ce côté élégant aussi qu'on trouve dans son œuvre. Et puis, bon, il y a des bonnes, il y a des bonnes formules. Par exemple, là, je vais vous citer une formule contre c'est un peu vache, hein, mais c'est contre le yoga. Voilà. Il dit notre temps exige autre chose. Donc on est en 51, hein, je crois, quand il écrit ça. Notre temps exige autre chose que la fondation d'écoles de yoga. Tel est pourtant le but non seulement de nombreuses sectes, mais d'un certain style de nihilisme chrétien qui se rend la tâche trop facile. On ne peut se contenter de connaître l'étage supérieur, le vrai et le bon, tandis que dans les caves on écorche vif vos frères humains. Donc voilà, son délire, comme disent les jeunes, c'est pas vraiment de se mettre en tailleur puis de faire en se disant qu'il y aura un peu moins de paix dans le monde. Alors c'est parfaitement vache, hein, puisque certains trouvent dans le yoga un moteur à l'action. Mais enfin, ça m'avait fait marrer. Donc voilà, c'est un très beau texte. Un autre beau texte de Junger que je vous encourage à lire, c'est Les Falaises de Marbre. C'est son grand roman. Junger est un homme qui vient de la droite nationaliste et qui prend le risque de sa vie en 39, je crois, 39, en écrivant sur les falaises de marbre, qui est en gros une dénonciation un peu cryptée du nazisme, toujours au nom de cet idéal supérieur, hein, conservateur en quelque sorte. Moi, je le rangerai après. Et c'est un livre que je trouve très important également, que j'aurais pu citer à la place de celui-là. On va procéder, comment est-ce qu'on va procéder? On va procéder par ordre chronologique dans les 3 derniers, donc là on revient en arrière en réalité. Avec un bouquin d'Orwell dont vous avez jamais entendu parler, Un peu d'air frais, bon bah c'est à l'envers. Un peu d'air frais, c'est un grand roman nostalgique de Orwell. Orwell, il parle du monde dans lequel il a grandi. Euh, donc c'était un monde un peu, je dirais un peu il décrit par exemple l'épicerie de son père dans ce village sera ensuite ravalé par une immense chaîne. Donc il y a cet anticapitalisme hein, fondamental de Orwell, mais il y a aussi une certaine nostalgie conservatrice. euh,
qui est en fait assez belle. Par exemple, il y a une page extraordinaire sur la pêche. Attendez, je devrais vous trouver ça sans trop de difficulté. Voilà. Ah ben, en fait, c'est celle que j'avais là. Et il écrit, par exemple, donc il va à la pêche. Et il retourne en fait, il évoque le village où il a grandi et son envie de retourner à la pêche. Puis il dit, pourquoi? Pourquoi il a envie de retourner à la pêche? Parce qu'en un sens, j'ai la nostalgie de mon enfance. Pas de mon enfance propre, mais de la civilisation qui m'a vu grandir et qui touche, ce me semble, à sa fin. Et la pêche est, d'une certaine manière, le symbole de cette civilisation. Dès que vous pensez à la pêche, vous pensez à des choses qui n'ont plus rien à voir avec le monde moderne. La simple idée de rester assis toute une après-midi sous un saule au bord d'un étang tranquille, la possibilité même de trouver un étang, appartient à l'avant-guerre. C'était avant la radio, avant les avions, avant Hitler. Donc voilà, une métaphysique de la pêche extraordinaire. Et puis, attendez, je poursuis. Il dit, il y a quelque chose d'apaisant jusque dans le nom des poissons anglais. Ce sont des noms résistants, solides. Les hommes qui les ont forgés n'avaient jamais entendu parler des mitrailleuses. Ils ne vivaient pas dans la terreur d'être mis à la porte, ne passaient pas leur vie à avaler de l'aspirine, à aller au cinéma et à se demander comment échapper au camp de concentration. Donc voilà, hein, c'est du très très radical, mais c'est vachement beau. C'est un livre. C'est dommage qu'on ne le lise pas plus en français. Et il y a aussi des punch, hein, il y a des punchlines, bah, comme souvent chez Orwell, par exemple, à un moment, je crois qu'il se promène dans une forêt bah, pour faire le lien avec Younger, et puis il voit un arbre, est-ce que cet arbre, ou est-ce qu'il pense à un arbre qui a été abattu, quelque chose comme ça, mais pour que des gens s'installent, et puis il dit, peut-être, on me dit qu'il faut préférer les hommes aux arbres, et puis là Orwell écrit, ce qui est assez drôle d'ailleurs pour un socialiste, il écrit, bon, ça dépend, quels hommes et quels arbres, donc finalement, bah oui, il y a bien des gens qui valent moins qu'un arbre, et bon, bah, c'est effectivement assez radical comme point de vue, je sais pas si c'est très chrétien, mais moi ça m'a fait marrer, et... et je pense d'ailleurs que, ouais, enfin, il y a une part de vérité là-dedans. Aussi, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il articule une forme de conservatisme romantique. C'est-à-dire que, donc en fait, le héros qui est en train de perdre ses dents, qui est en train de louper sa vie, est-ce qu'il trompe sa femme, je sais plus, possible, il retourne dans le village de son enfance qui a été complètement ravalé, et puis le bistrot du village, on est en Angleterre, hein, eh bien, il a été repris par un couple LGBT. Bon, Orwell était assez homophobe, hein. Donc le bistrot a été repris par des lesbiennes en l'occurrence. Le château a été repris par des nudistes, je crois. Enfin, il y a le progrès. Le progrès s'installe et Orwell combat ce progrès d'un point de vue résolument socialiste, ce qui fait la force de ce livre, un peu d'air frais. Moi, je lis en traduction, hein, c'est chez Ivrea. C'est un très très beau livre et malheureusement, il n'est pas dans la, il n'est pas dans la, il n'est pas dans la version La Pléiade d'Orwell. C'est vraiment une erreur à mon avis parce que je crois que c'est sans doute un de ses plus beaux livres. En revanche, dans La Pléiade, dans cette édition-là, il y a quelque chose qui est très très bien. C'est Le Quai de Vigan. Le Quai de Vigan qui est un essai en deux parties. La première, première concerne, enfin c'est un peu un reportage si vous voulez dans un coin très prolétaire comme ça. Donc il décrit les conditions de vie de ces gens qui crèvent la faim, qui n'ont pas grand-chose, qui ont des poux, enfin c'est le bordel. Et puis ce qui est assez plaisant, c'est que en fait dans la deuxième partie, il dit mais en fait pourquoi ces gens ne votent pas à gauche en quelque sorte. Et donc Orwell dit ça en étant lui-même un homme de gauche. Et donc voilà, c'est là, le Quai de Vigan, je l'ai aussi dans la même édition. Comme ça, c'est plus facile pour moi de trouver les choses. Et puis, en gros, ce qu'il explique, c'est que spontanément, les gens de gauche, enfin le peuple n'a pas envie de voter pour ces gens de gauche parce qu'ils ne partagent absolument pas les mêmes goûts qu'eux, parce qu'ils les méprisent en somme, parce que voilà, quoi, ils sont attirés par l'idée de progrès, comme il dit, il y a quelque part cette phrase, ils sont attirés par l'idée de progrès comme des mouches sur le cadavre d'un chien crevé ou d'un truc comme ça. Enfin, c'est une image assez terrible. Et puis, il explique que les socialistes, qui sont ses compagnons de route, hein, lui-même est un socialiste, euh, finalement ne parle pas au peuple parce que le peuple, bah, il aime le foot, il aime la bière, il n'a pas envie de manger végétarien. Et bah, il écrit ça en 37, je crois. Et c'est assez intéressant parce que finalement, c'est un peu la même chose qu'on voit aujourd'hui avec des luttes qui n'ont pas grand-chose à voir avec le socialisme et qui font qu'aujourd'hui les prolétaires, sans doute, votent plus très à droite que très à gauche, précisément parce que cette gauche
ne parle pas le même langage qu'eux, tout obnubilée qu'elle est par comment dire, voilà, ce fantasme du progrès. Il y a des progrès, l'égalité salariale homme-femme en est un, par exemple. Il y a aussi des régressions dans l'histoire. Et moi, j'ai de la peine à croire très fort à l'idée de progrès, vu que je suis né dans un siècle où on a massacré les gens par millions dans des camps. Mais visiblement, je sais pas, même les gens qui ne trouvent pas ça très sympathique ont de la peine à comprendre que le progrès n'existe pas forcément. Je sais pas, moi, ça a toujours été une inconnue. Je pense qu'on sort d'un siècle dégueulasse. On est entré dans un siècle qui sont pas très très bons non plus. Mais enfin, le progrès existe et il faut pas le remettre en question. Donc bon, voilà, le progrès existe et je veux bien y croire. Deux derniers bouquins, tout petits bouquins, Solzhenitsyn, Le discours de Harvard. Ça aussi, c'est un bouquin qui va vous rendre libre. Alors, hyper cher dans cette édition des Belles Lettres, malheureusement, mais super bouquin, un discours qui se lit en 1 heure et qui révolutionne votre vie. Euh, donc, Solzhenitsyn, dissident soviétique, enfin ça vous savez tous, et puis il est invité à faire un discours à Harvard, et puis bah, tout le monde s'attend en gros à ce qu'il explique bah, l'horreur du monde qu'il a quitté, etc. Tout ça. Et en fait, il prend tout le monde à rebrousse-poil. Alors je pense pas que Solzhenitsyn était un immense humoriste. Hein. Non, je sais pas s'il était très sympathique, enfin faudrait demander à De Villiers, puisqu'il l'a rencontré. Mais enfin, ce qui est assez plaisant, c'est que Solzhenitsyn, bah, il prend tout le monde à rebrousse-poil. Au lieu de dire oh, votre société est tellement supérieure à celle que j'ai quittée, bah, il explique pourquoi la nôtre aussi, un peu comme Bernanos d'ailleurs, hein, dont je vous parlais avant, est en décomposition. Et elle est en décomposition puisqu'elle a notamment dérivé vers une forme de juridisme sans âme, qui a tous les grands élans de l'humanité finalement sont bridés dans cette société. Et bon, bah, il écrit, c'est un chrétien, hein, Solzhenitsyn. Il explique que la liberté n'a pas dévié vers le mal d'un seul coup, que l'évolution s'est faite progressivement, mais qu'il semble aussi qu'elle ait eu pour point de départ la bienveillante conception humaniste selon laquelle l'homme, maître du monde, ne porte en lui aucun germe de mal, et que tout ce que notre existence offre de vicié est simplement le fruit de systèmes erronés qu'il importe d'amender. Et c'est intéressant parce que ce que Solzhenitsyn nous dit, c'est que cette idée que le mal ne précède pas la société, il faut l'extirper de la société, mais pas de nous-mêmes, ce qui est la position chrétienne orthodoxe, enfin orthodoxe au sens fondamental, euh, eh bien, il explique que ce socialisme, en ce qu'il veut résoudre à travers la politique, un mal qui est inhérent à l'espèce humaine ne peut qu'échouer. Et puis, alors bon, il y a des descriptions absolument catastrophiques du monde qui est le nôtre maintenant, euh, bah, sur le déclin du courage, bah, qui donne son nom au discours, hein, décrit une humanité voilà, qui a perdu toute consistance, qui a perdu, où les droits de l'individu bafouent ceux de la société, ce qui est une idée assez forte aussi, où on est dans le doute, voilà, on a perdu tout notre ressort interne, sans doute avec l'évacuation de la foi. Et il écrit: Livrons l'assaut décisif, déjà marche et fait sentir sa pression le mal universel. Et vos écrans, vos publications sont emplis de sourires de commande et de vers levés. Cette liesse, c'est pourquoi? J'adore cette question parce que j'imagine le gars qui a invité les petits fours, machin. Ah, mais merci tellement de venir me porter la bonne parole avec les horreurs que vous avez vécues, etc. Et puis, lui, il vient, euh, non pas pour les flatter, mais pour leur donner une exigence, leur dire, vous avez une obligation, c'est quitter cette vie en créature plus haute que vous n'y êtes entré. Et puis, il conclut son discours également en disant, personne sur la terre n'a d'autre issue que d'aller toujours plus haut. Alors, c'est pas aller plus haut, c'est pas ça, hein, là, on parle d'aller plus haut, d'élévation de l'âme, d'une âme qui, comme on dit dans la liturgie catholique, est tournée vers le Seigneur, tournée vers la plénitude. Et voilà, c'est une idée qui est forte. Il y a une autre idée qui, moi, m'a beaucoup marqué chez Solzhenitsyn et qui m'a donné envie de m'engager dans un combat médiatique. Je dirais que c'est l'idée de cesser de faire passer le mensonge par moi. Solzhenitsyn nous dit le mensonge ne doit pas passer par vous.
Et c'est vachement fort comme idée. Dire que vous pouvez peut-être pas l'arrêter. Vous pouvez peut-être pas arrêter le mensonge. Aujourd'hui, je pense qu'on vit à bien des égards dans un monde de mensonges. Ou parce que je me projette à telle ou telle chose, je peux devenir une femme, un nuage, un kangourou, euh, ou je peux me percevoir comme afro-américain alors que bah, j'ai un accent de paysan dans le nord vaudois, etc. Et donc, je pense, euh, je pense qu'il y a une sorte d'idéalisme un peu confus qui s'est mis en place. Et en fait, on est sommé d'y croire. On est sommé de croire que, je sais pas, bon, qu'il y avait des armes chimiques en Irak, par exemple, que le masque servait à rien. On nous a dit au début du Covid que le masque servait à rien, puis après, il nous a dit qu'il servait à tout. Et on a vécu des situations absolument contradictoires. On nous a menti à un moment ou à un autre, par exemple. Mais on ne doit pas voir, on doit laisser, on doit croire, c'est le mensonge, c'est bien. Eh ben non, le mensonge ne doit pas passer par nous. Et ça, c'est la grande leçon de Solzhenitsyn. Et ça doit beaucoup nous inspirer. Je termine avec un bouquin beaucoup plus récent, c'est un bouquin de Rod Dreher. Alors j'ai des réticences à certains égards, mais enfin c'est quand même des bouquins importants, je pense, ces bouquins de Rod Dreher. Il avait écrit le, le Paris bénédictin, qui était, euh, qui était quand même assez intéressant dans son idée d'un conservatisme, enfin d'un œcuménisme conservateur pour faire face, je dirais, au totalitarisme soft en Occident, la tyrannie de la bienveillance des minorités, etc. Et puis, comment dire, lui, il y a vraiment des pistes. Donc là, il se base beaucoup sur des dissidents soviétiques dans son bouquin, mais il y a des pistes vraiment très très intéressantes, très importantes, je crois, euh, pour faire face, quoi, hein, tout simplement. Et là, il redit ce que je vous disais de Solzhenitsyn. Euh, il disait l'homme ordinaire n'a peut-être pas les moyens de mettre fin au règne du mensonge, mais il peut au moins affirmer qu'il ne sera pas son fidèle sujet. Par exemple, dans cette idée de vivre dans la vérité, il donne des pistes absolument pratiques. Alors évidemment, ne rien dire, écrire, affirmer ou diffuser qui déforme la vérité, ne pas participer à des manifestations, etc., dont il ne soutiendrait pas la cause. C'est-à-dire que par exemple, moi quand j'étais gamin, on défilait tous contre la guerre en Irak. Bah, finalement, oui, c'était une connerie la guerre en Irak si on veut, mais on était tous sommés de défiler alors qu'en fait j'en avais rien à secouer. Euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui manifestent, qui combattent par conformisme. Et au final, bah, si on n'adhère pas sincèrement, bon, on devrait simplement partir, on devrait refuser le conformisme. Et puis enfin, ce que je trouve intéressant, c'est cette idée de quitter toute manifestation ou de quitter en fait toute discussion en tant que dissident chrétien dès qu'on aura entendu un orateur proférer un mensonge, une ineptie idéologique ou des phrases de propagande imprudente. Alors je vais terminer par ça parce que c'est vraiment une chose qui est importante pour moi, c'est quelque chose que j'ai enseigné à mes enfants. Bah, moi j'ai des enfants qui sont à l'école publique, parce que je suis pas riche, je mets une cravate pour vous, hein, mais en fait je suis fauché. Et soutenez-moi. Euh, mais c'est quelque chose que j'ai appris à mes enfants. Moi, je leur ai dit à mes enfants, écoutez, je peux pas vous protéger absolument contre certaines choses que vous entendrez à l'école ou ailleurs. Vous allez apprendre que on peut être, je sais pas, une fille un jour et un garçon le lendemain, qu'on passe de l'un à l'autre, on revient en arrière, qu'on devient un petit peu kangourou, des choses comme ça. Voilà, j'ai dit, ne vous battez pas contre ça, et puis si quelqu'un sent quelque chose, bah, laissez-le sentir ce qu'il veut, c'est pas votre problème. En revanche, si on vous somme de croire à ça, si on vous affirme que c'est une vérité, que toi, mon gamin, demain tu peux devenir une fille, bah, quitte la salle, quitte la pièce. Euh, tu ne peux peut-être pas arrêter le mensonge, tu peux pas arrêter à toi tout seul une société délirée, même si finalement c'est un peu ce qu'a fait Solzhenitsyn, et avec d'autres hein, quand même d'autres dissidents, mais au moins tu peux quitter la pièce. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Ne pas laisser le mensonge passer par nous. Donc voilà, une pile de bouquins dont je vous ai parlé. J'espère que ça vous sera utile. Je mettrai cette vidéo à la fin de ma newsletter que je vais sortir dès que je peux. Voilà, maintenant je vais les ranger. J'ai une autre bibliothèque en bas. Là, c'est les bouquins anglais. Enfin, il y a beaucoup du Orwell ici, et puis la littérature russe en bas, en dessus, pardon. Et tout ce qui est allemand ou français, ça sera en bas. Donc Junger et Bernanos vont descendre d'un étage. Quant à moi,
Je crois que je vais me faire une petite absinthe et puis j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas que j'ai besoin de vous aussi. Moi, je partage les choses. J'aime pas particulièrement lire, comme je l'ai écrit dans ma newsletter. Euh, je lis parce que s'élever, c'est notre mission. Enfin, c'est ce que nous dit d'ailleurs Solzhenitsyn. Euh, mais fondamentalement, moi, je préfère boire des bières et regarder l'UFC, quoi, si vous voulez. Mais je le fais parce que la transmission, je crois, est l'expérience la plus haute sur cette terre. Euh, on est des passeurs, des gens nous ont transmis, et c'est à notre tour de transmettre. Et c'est dans ce sens-là que je partage, que ce soit avec ma newsletter ou maintenant peut-être un peu plus en vidéo. Même si c'est cheap, je pense quand même que c'est intéressant. Enfin, pas forcément moi, mais ce qui passe à travers moi. Et puis pour que je puisse continuer, eh bien, évidemment, il faut que je puisse un peu m'extraire du boulot des boulots qui me font vivre, qui sont plus ou moins passionnants. Mais pour ça, voilà, il n'y a pas de miracle. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos abonnements sur Le Peuple. Donc, il y a mon journal sur la plateforme et dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi faire des dons, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais abonnez-vous. Créons cette communauté de gens instruits, de gens qui n'insultent pas les gens, euh, mais qui ont d'autres références et qui ont surtout un idéal plus haut. Voilà, je vous remercie, je vais me boire une bière et je vous souhaite une bonne soirée.